Ça va tout de suite être mieux comme ça. Belle journée et bienvenue à vous qui nous suivez de l'autre côté de votre écran pour ce nouveau rendez-vous slash Adista. Vous savez que nous avons entamé il y a un mois à peu près un petit tour de France. Nous sommes allés à Caen pour parler de la cybersécurité. Nous sommes allés à Lyon au Groupama Stadium où nous avons parlé là notamment SD-WAN et SASI. Et puis aujourd'hui, nous sommes au Pays des Châteaux. Nous voici en région Centre-Val de Loire. Nous sommes à Blois, très précisément, en Loire-et-Cher. Et nous sommes dans une belle salle, une salle immense qui s'appelle la salle du Jeu de Paume pour ce nouveau rendez-vous Adista. Et aujourd'hui, nous allons parler des transformations des besoins numériques et des réseaux et la montée du cloud avec des invités que je vais vous présenter dans un instant. Donc, bienvenue aussi à vous qui êtes ici dans la salle du Jeu de Paume dans le cadre du Salon du numérique. Bonjour Franck Bataille. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de ce salon. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie qui est donc la cheville ouvrière de ce salon. Ce n'est pas la première édition, même s'il a été repensé cet événement. Peut-être une présentation du Salon du numérique de Blois. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'être venu parmi nous, Adista, d'être partenaire de notre événement. Le Salon du numérique à Blois, donc c'est une 4e édition, donc avec une forme qui a évolué, comme vous l'avez dit. Au départ, on était plus sur des animations type conférence, colloque, ciblées sur des choses particulières. Et là, cette année, on a décidé de l'ouvrir un petit peu plus avec un village d'exposants et en particulier des solutions, on va dire, qui sont proposées tout au long de la journée. Voilà. C'est un salon qui a donc lieu tous les ans, avec toujours un peu les mêmes invités, ou vous faites tourner pour faire venir un petit peu des gens des différents secteurs ? Oui, tout à fait. On essaye, au niveau des ateliers qu'on propose, de coller aussi à l'actualité. Là, par exemple, cette année, on a fait aussi des choses sur la sécurité, puisque la cybersécurité, c'est vraiment sujet du moment, mais pas que. Par exemple, cette année, on parle aussi de la facture électronique. Il y a un atelier qui s'est passé juste avant sur la facture électronique, puisque ça va devenir une réalité pour les entreprises dans pas longtemps, donc 2024. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de votre accueil dans cette belle salle du Jeu de Paume. On y fait beaucoup de choses ici, parce que je crois qu'il y a des manifestations sportives, des spectacles. Des concerts, des manifestations sportives et une équipe de Pro B en basket qui évolue aussi, l'ADA Blois. Voilà. Et puis donc régulièrement des salons. Je vais vous reprendre le micro. Merci. Franck Bataille. Pour vous le passer, Philippe Jouteux, vous êtes responsable des ventes Adista pour cette région Centre-Val de Loire. Merci aussi de nous accueillir, puisque je le disais en préambule, avec Adista, nous faisons notre tour de France en quelque sorte. On peut peut-être brièvement, puisque nous sommes dans le cadre du Salon du numérique, rappeler ce qu'est Adista. Oui, alors tout d'abord, bonjour, merci. On est partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie pour ce salon depuis 4 ans, puisqu'on a participé dès la première session. Rien de plus naturel. Adista, c'est un opérateur de services globalement du numérique, de la connectivité jusqu'au cloud, en passant par la bureautique, la téléphonie IP, la cybersécurité. Donc on est tout à fait à notre place ici, on est dans notre bain, comme on va pouvoir le dire. Et puis Adista est une entreprise qui a fait le choix de se déployer partout en région, en France, au plus près de ses clients et partenaires. Donc on sert aujourd'hui les acteurs publics mais aussi privés. Et donc de fait, installés en région, on participe au tissu économique local et on contribue à l'attractivité du territoire. Voilà, Adista, une maison mère, mais effectivement en région, vous êtes bien présent. Pour la région Centre-Val de Loire, ça représente quoi Adista en termes d'équipe par exemple ? Alors aujourd'hui, Adista en Centre-Val de Loire, c'est une agence à Orléans, qui est l'agence historique, qui a été installée il y a à peu près une quinzaine d'années. Une également à Bourges qui dispose d'un data center en propre, et puis à peu près un peu plus de 22 ou 23 personnes sur toute la région. Et en forte croissance, vous voyez que j'hésite entre 22 et 23, c'est tout simplement qu'on recrute énormément. Chez Adista, on recrute à peu près 70 personnes par an. Donc là aussi, c'est une contribution aussi au tissu local, puisqu'on recrute en présence ici. Voilà. Un petit mot sur les 2 années que nous venons de passer, crise sanitaire bien sûr, mais on sait que des épreuves peuvent sortir des choses positives. Ça a été le cas notamment pour Adista. En région, que gardez-vous de ces 2 années difficiles ? Le contexte n'a pas été simple, mais justement, quelles sont les forces que vous en avez puisées ? Bien, je dirais qu'au départ, ça a été le sentiment d'urgence. La plupart des entreprises, même des acteurs publics, et notamment sanitaires, les hôpitaux, ont tout de suite dû faire face à un besoin de connectivité très important, de pouvoir permettre à leurs collaborateurs de travailler depuis chez eux, forcément. Donc je pense que tout le monde a pris conscience aujourd'hui du poids et de l'intérêt du système d'information et le fait d'offrir la possibilité à ses collaborateurs de pouvoir travailler d'un peu n'importe où, en réalité. Donc pour nous, l'aspect positif, c'est que forcément, étant en région, on a pu être extrêmement réactif et répondre immédiatement aux besoins de nos clients et partenaires. Et puis
de participer à la prise de conscience de l'intérêt aujourd'hui du numérique et de sa valeur dans le fonctionnement quotidien. Et ces évolutions que nous avons été amenés à vivre, on va y revenir dans un instant. Quels sont les projets à plus ou moins long terme pour Adista sur la région Centre-Val de Loire? J'ai envie de dire poursuivre son développement, sa croissance, son empreinte locale. Donc parvenir à recruter de plus en plus facilement ici, garder nos jeunes qui puissent faire leurs études ici et puis travailler ici. Voilà, on a une très belle région, elle est vaste, il y a de quoi faire. Donc il faut poursuivre notre travail dans ce sens. Et d'où l'intérêt aussi pour Adista d'être présent sur un salon du numérique pour faire connaître tout ce que vous faites et peut-être créer aussi des vocations. Merci beaucoup Philippe Jeteux d'être avec nous. Et puis merci Franck Bataille de nous avoir accueillis et bon salon du numérique. Je vais vous laisser rejoindre le salon. Moi je vais aller avec mes invités. Merci à tous les deux. Un beau plateau pour parler donc de la transformation des besoins numériques des réseaux et de la montée du cloud. Avec notamment Fabien Marteau. Bonjour Fabien, vous êtes directeur d'offres Adista. Je vous laisserai vous partager le micro en temps voulu. Fabrice Corr, bonjour et merci de votre présence. Vous êtes dirigeant de Sanipous. À ma droite, Isabelle Lavarenne-Gastal, bonjour. Vous êtes responsable des projets réseau et télécommunications GIP Ressia. J'expliquerai après ce qu'est GIP ou GIP d'ailleurs, je ne sais pas comment on le prononce. Comme on veut. Bon, GIP Ressia, et puis on précisera dans un instant. Et puis Olivier Legros, merci aussi de votre présence. Vous êtes directeur général des services pour le SMO, le syndicat mixte ouvert Val-de-Loire numérique. Fabien, je vais commencer avec vous parce que vous allez être un petit peu notre monsieur nouvelle technologie. On l'a dit, on l'a un petit peu expliqué avec Philippe il y a un instant. La crise sanitaire a créé de nouveaux besoins, mais on sentait déjà qu'il y avait des évolutions depuis quelques années. Comment les besoins des entreprises et des organisations en général ont pu changer en quelques années? Merci de m'accueillir sur ce salon. Oui, effectivement, l'élément exogène de la crise sanitaire a forcément bousculé les lignes, quand même ces lignes avaient déjà été bousculées, puisqu'on parle depuis un bout de temps de transformation numérique, ou transformation digitale, tous les termes peuvent être employés. Et on voit que la base de tout ça, c'est effectivement la connectivité, l'ultra-connectivité. Je peux me permettre de dire d'ultra-connectivité, puisqu'aujourd'hui, une entreprise va avoir extrêmement mal à travailler sur ces marchés à partir du moment où elle n'a pas la connectivité nécessaire et surtout la disponibilité de cette connectivité qui est très importante, à la fois en débit, en performance et surtout en résilience. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Le monde numérique signifie aussi le monde de l'Internet. Donc ce monde d'Internet nécessite aussi effectivement des sites web de plus en plus lourds. Donc il faut aussi être capable d'exploiter, alors soit en propre, mais de plus en plus à l'extérieur, parce qu'on a besoin d'aller chercher de la flexibilité, des capacités à la consommation très très rapide et très gourmande parfois, bien évidemment. L'éligibilité aussi qui est très importante, on le voit sur le territoire. Aujourd'hui, l'éligibilité de fibre permet effectivement aux entreprises d'envisager une connectivité de ces sites, en tout cas, et son ouverture au monde et à ces marchés qui est très intéressante. On le voit à peu près, on estime qu'on multiplie par 2 le début tous les 3 ans, à ISO périmètre et ISO, je dirais aussi ISO coût, donc ça c'est important. Voilà, bien évidemment. Et enfin, bien évidemment, le télétravail a fait que la frontière de l'entreprise a explosé. Elle a explosé parce que, évidemment, il a fallu que les collaborateurs puissent continuer à travailler en dehors du réseau d'entreprise. Et bien évidemment, je dirais, les directions informatiques étaient avant tout concentrées sur la résilience du réseau d'entreprise, surtout sa sécurité. Et on le voit bien grâce à abus de langage, je dirais, à cause de la crise sanitaire. Mais évidemment, il a fallu faire exploser le réseau d'entreprise. Et finalement, le réseau d'entreprise est devenu un réseau, on pourrait dire presque mondial, puisqu'il fallait être capable de connecter les collaborateurs et l'écosystème de l'entreprise de manière, je dirais, totalement transparente et continuer à supporter cette crise. Voilà, donc forcément, ces usages, ils sont nouveaux. Et l'explosion du cloud, qui était déjà une adoption quand même, a fait que le cloud a été une réponse en termes d'infrastructure et de ressources très rapide pour supporter ces transformations. Et le sujet qui était abordé tout à l'heure, bien évidemment, ça a aussi développé, ça a amplifié le besoin de sécurité. On parle même de cybersécurité. Alors on en parle encore dans un contexte différent aujourd'hui, mais on le voit bien que les notions de sécurité sont devenues très très prégnantes aujourd'hui pour les entreprises ces dernières années. Avez-vous l'impression qu'il y a une appréhension des entreprises face à cette évolution qui parfois est très rapide, ou au contraire, est-ce que les entreprises sont demandeuses d'avancer au rythme de ces évolutions? Je crois que les entreprises, pour certaines, ça va être, on va dire, un mal nécessaire, mais encore une fois, le but, c'est d'aller chercher le positif dans ces situations exogènes.
Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je pense que l'entreprise, ce qui l'intéresse aussi, c'est être capable de trouver des partenaires de proximité, locaux, qui vont être capables de les accompagner, les rassurer dans cette transformation. La transformation, ce n'est pas qu'un sujet d'innovation technologique. On voit aussi que l'effet de cette mondialisation qui continue, avec ses effets un peu pervers parfois, mais qui fait qu'aujourd'hui, on transforme aussi beaucoup, finalement, le modèle d'affaires des entreprises. C'est-à-dire que derrière, si on sort de ce contexte, crise sanitaire exogène, aujourd'hui les entreprises sont aussi confrontées sur leur marché à des nouveaux entrants qui font qu'ils ont des modèles d'affaires différents qui se posent justement sur ces éléments de cloud et de flexibilité qui font que néanmoins les directions informatiques sont poussées par les métiers à proposer ce type de service. Et bien évidemment, on entend beaucoup ce terme, alors un peu anglicisé qu'on appelle le shadow IT, on le voit nous dans les entreprises, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la direction informatique, à qui on va demander quand même de maintenir les bases et les fondements de la sécurité, de la disponibilité du système d'information, elle est aussi mise sous pression par effectivement les demandes du métier qui veut évoluer, qui va être beaucoup plus flexible, qui va faire évoluer son business model sur du numérique tout simplement. Et pour moi, la vraie définition de la transformation numérique, elle est là finalement. Elle se pose plus sur le modèle d'affaires pour rester compétitif sur son marché et bien évidemment trouver tous les éléments qui supportent le système d'information qui vont s'aligner là-dessus. Et c'est là que devient très prégnant la notion de connectivité, de cloud. Et là, les entreprises aujourd'hui voient tout l'intérêt qu'elles ont à aller chercher ce type de ressources informatiques. Alors on parle des entreprises, on parle aussi plus largement des collectivités, on y reviendra dans un instant avec nos invités. Les particuliers aussi assistent à cette évolution, et puis il y a la fibre également qui se déploie pour amener davantage de confort. Olivier Legros, vous êtes directeur général des services au SMO, au syndicat mixte ouvert Val-de-Loire Numérique. Peut-être avant de vous poser une première question, une présentation de Val-de-Loire Numérique, en quoi cela consiste-t-il ? Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Donc, je représente une structure publique qui est gouvernée par un conseil syndical, un peu l'analogie avec un conseil d'administration dans une entreprise privée. Et dans ce conseil syndical, on a 5 collèges. Un collège qui représente la région Centre-Val-de-Loire. Il y a un certain nombre d'élus de la région Centre-Val-de-Loire qui ont été délégués au syndicat mixte Val-de-Loire Numérique et donc qui siègent. Idem pour le département de Loir-et-Cher, le département d'Indre-et-Loire. Et on a aussi 2 collèges qui représentent chacun les communautés de communes des 2 départements. Et si vous voulez, donc notre compétence, unique mais large en même temps, c'est l'aménagement numérique. Et à ce titre, on pilote un certain nombre de projets liés à l'aménagement numérique, donc sur le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Le projet dont on va parler principalement, c'est celui du déploiement de la fibre, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais on pilote également un autre projet qui est un Wi-Fi public, qui est l'un des plus vastes de France, puisqu'il a aujourd'hui, ça représente à peu près 500 bornes Wi-Fi qui sont déployées sur les 2 départements, qui couvrent pour l'essentiel des sites touristiques, mais aussi des hébergements. On travaille également, c'est un des projets de l'année 2022, sur faire émerger une stratégie et une offre en matière de territoire intelligent. Mais voilà, le projet dont on va parler, c'est le projet de pilotage de la délégation de services publics. Alors justement, quel est le rôle du syndicat pour le déploiement de la fibre ? Comment cela se passe-t-il ? Alors le point de départ, ça a été une convention de délégation de services publics qui a été passée donc entre le syndicat et le groupe TDF. Et on a une convention par laquelle il y a une société déjà, comme dans toute délégation de service public, il y a ce qu'on appelle une société ad hoc ou une société de projet qui a été créée, qui s'appelle Val-de-Loire Fibre, avec laquelle on a des échanges quotidiens, même à plusieurs fois par jour, parce que on est vraiment dans une relation de partenariat forte avec l'opérateur privé. Et on met en œuvre les objectifs, les clauses qui sont dans cette délégation de service public. On est sur un modèle classique de délégation de service public, comme on peut en trouver sur le domaine autoroutier, avec des concessions, avec des opérateurs comme Vinci, le domaine routier, le domaine des transports, le domaine de l'assainissement, etc. Donc on met en œuvre une délégation de service public. L'un des objectifs majeurs pour fixer les idées, c'est de desservir en fibre optique 330 000 foyers ou entreprises d'ici 2023. On en est à la moitié du parcours aujourd'hui. Vous avez commencé donc il y a combien d'années maintenant ? En fait, la convention est entrée en vigueur en 2018. Les tout premiers travaux ont commencé en 2019.
Et il y a eu un peu de difficultés sur l'année 2020, notamment avec les conséquences de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière depuis l'année dernière. Pour donner un ordre de grandeur, en 2021, on a construit, notre délégataire et ses sous-traitants ont construit 1600 à peu près prises par semaine. Et là, on est sur un rythme de 2000 prises par semaine sur l'année 2022. Et donc, vous vous fixez fin 2023 pour que les 330 000 foyers soient raccordés. Foyers ou entreprises, tout à fait. C'est un beau challenge. Je reviendrai vers vous dans un instant. Vous nous expliquerez les avantages, bien sûr, et puis aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer. Isabelle Lavarenne-Gastal, vous êtes responsable projet réseau et télécommunications au GIP Ressia. Alors, le GIP, c'est le groupement d'intérêt public, et Ressia pour Région Centre Interactive. C'est bien ça ? C'est bien ça. Je veux bien aussi que vous nous présentiez cette structure avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc c'est une structure qui a vu le jour au tout début des années 2000. Mettez bien votre micro. Voilà, c'est un centre. Voilà, on entend mieux. Merci. C'est un centre quelque part d'expertise, de compétences mutualisées qui est mis à disposition de nos adhérents. Donc pendant de nombreuses années, il y a une vingtaine d'adhérents, mais ces dernières années, on a explosé puisque on s'est ouvert aussi aux communes, aux collectivités, aux communautés de communes. Quand vous parlez d'adhérents, vous pouvez expliquer quels sont les adhérents ? Alors, les adhérents, on a la région Centre-Val de Loire, on a les départements, des communes, des communautés de communes, mais également les établissements d'enseignement supérieur, donc les 2 universités, l'INSA, l'INRAE, des établissements, on doit avoir l'ARS, le SDIS 37, enfin voilà, on touche pas mal de des structures institutionnelles, mais diversifiées. Et diversifiées sur la région Centre-Val de Loire. Et alors donc ce groupement apporte quelles solutions à ses adhérents, quels sont les services que vous amenez ? Alors, on amène celui que je connais bien, qui tourne autour du réseau, mais également l'environnement numérique de travail pour l'ensemble, alors maintenant du primaire et du secondaire. Donc au départ, on a commencé par les lycées, puis les collèges et maintenant même le premier degré. On a des services, on gère également grâce à un centre de service toute l'informatique des lycées de la région Centre-Val de Loire. Et puis, on a également des services de DPO mutualisés. Lors de la mise en place du RGPD, le GIP Ressia s'est rapidement positionné pour aider les collectivités. Et du service aussi de DSI mutualisé pour l'ensemble de ces petites structures qui n'ont pas forcément d'un informaticien et ce besoin-là. Donc un service de DSI mutualisé pour les accompagner dans tout ce qui tourne autour du numérique. Je reprends ce que vous disiez, le GIP Ressia s'est rapidement mobilisé, ce qui veut dire qu'il faut que vous fassiez preuve de réactivité. Et puis par rapport à tous les acteurs avec lesquels vous travaillez, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Donc justement, comment fait le GIP Ressia pour être à chaque fois suffisamment réactif et répondre à toutes ces problématiques ? Quelles sont les offres technologiques que vous pouvez apporter ? Alors, en termes de réseau, donc on a un marché de services avec lequel on travaille avec la société Adista sur ce marché-là. Donc, effectivement, on a parlé plusieurs fois de la crise sanitaire. Donc, durant la crise sanitaire, on a Philippe a parlé des hôpitaux, etc. Donc, effectivement, il a fallu être très réactif pour augmenter les débits, sécuriser les accès, etc., etc. Donc voilà, on a pu être très réactif grâce au travail conjoint avec cette société. Je reviendrai vers vous dans un instant. Fabien, vous enregistrez bien tout ce qui se dit, puis vous interviendrez après. J'ai oublié de vous préciser que, bien sûr, vous qui êtes dans la salle, vous pourrez poser vos questions en fin de table ronde. Et puis, pour vous qui nous suivez de l'autre côté de l'écran, vous pouvez d'ores et déjà déposer vos questions sur le chat. Nous y répondrons. Fabrice Corre, vous êtes également notre invité. Vous représentez la société Sanipous. C'est aussi un problème que vous connaissez bien, cette transformation des besoins numériques, le cloud. Enfin, un problème, en tout cas, un outil que vous connaissez bien. Avant toute chose, peut-être une présentation de Sanipous. Quelle est votre mission ? Allez-y, ça devrait marcher.
1, 2. Formidable. Oui, pardon. Ben, c'est gentil de poser la question. Nous, on est implanté juste à côté d'ici, à la chaussée Saint-Victor. Et Sanipous existe depuis 36 ans. Et on est spécialisé dans le matériel qui permet de respecter les bonnes pratiques d'hygiène en cuisine. Donc c'est vraiment une petite niche, mais ça nous permet de vendre nos produits partout en France et un peu dans le monde entier. Et vous avez des marchés assez différenciés finalement, parce que vous travaillez aussi bien avec des restaurants qu'avec des collectivités ou... Oui, tout à fait. On travaille avec les restaurants du coin, ça peut être le kebab du coin, et en même temps on travaille avec des grosses collectivités, et puis on a la chance de servir l'Élysée, l'Assemblée nationale, enfin voilà, quelques beaux endroits. Et le groupe Accor, notamment pour l'hôtellerie, enfin voilà, on est une petite société, on est une vingtaine de personnes, on fait un petit 4 millions de chiffre d'affaires, mais on est une vraie marque sur cette niche de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, évidemment. Et donc, on fait rayonner une entreprise de la chaussée Saint-Victor un peu partout en France. Alors justement, par rapport à votre cœur de métier, à votre activité, quels sont les besoins que vous pouvez avoir pour tout ce qui touche au numérique et peut-être au cloud, et quelles ont été les évolutions au fil des années? Pourquoi ces besoins ont-ils pu être transformés? Les besoins, ils sont énormes parce qu'aujourd'hui, on référence, on produit et on fabrique certains produits et on a une activité de négoce. Et en tout, ça fait à peu près 1800 références, tout ça vendu à 4000 clients différents par an. Donc vous imaginez que le nombre de combinaisons, il est énorme. Moi, j'ai repris cette société il y a 7 ans et on avait un ERP qui vivotait, qui avait été plus ou moins bien installé. Le ERP en lui-même, il était très bien, mais il avait été plus ou moins bien installé. Et puis, on est parti quasiment du niveau 0. Et ça nous a pris quasiment 7 ans. Alors le besoin, encore une fois, il est énorme. Aujourd'hui, 80% de nos nouveaux contacts viennent par le web, donc c'est hyper important. Après, c'est vrai que nous, on a une philosophie par rapport au réseau et au cloud. J'ai été frileux, j'ai voulu garder notre ERP et nos serveurs en interne. Alors je demande qu'à être convaincu. Je ne suis pas client encore, donc peut-être que je serai convaincu. Mais voilà, c'est vrai que moi, en bon père de famille, quelque part, j'ai voulu garder le serveur en interne et puis on continue à fonctionner comme ça pour l'instant. En revanche, évidemment, on a été obligé de greffer tout un tas de choses. Donc on vient d'installer un PIM qui lui évidemment est dans le cloud. Et puis on a une facturation dématérialisée qui est aussi en partie dans le cloud, enfin, etc. Mais le cœur du réacteur, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas osé sauter le pas. Après, ce qui est vrai, c'est que les transformations, elles sont énormes, comme disait Fabien tout à l'heure. L'acte commercial en lui-même, il n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il avait à voir ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans, parce que les commerciaux terrain ont besoin d'être connectés aux mêmes choses que les commerciaux sédentaires. Et on est même en train de se poser la question, alors après, le site marchand qu'on a développé avec une société qui est à côté d'ici nous permet aussi de mettre une interface qui est très visible par le client, mais on se pose la question là, dans les quelques semaines, on va avoir une nouvelle interface qui va permettre au commercial terrain ou au commercial sédentaire de préparer un devis sur lequel le client va pouvoir revenir directement sur le shop. Voilà, ça modifie tout l'acte d'achat et toute la communication commerciale entre les différentes équipes de l'entreprise. Lorsque vous disiez que vous aviez été frileux et que vous l'êtes encore un petit peu puisque vous n'avez pas encore complètement franchi le pas, c'est quoi? C'est de l'appréhension? C'est parce que vous avez l'impression que ça va trop vite? Ou alors parce que vous vous dites qu'il y aura encore quelque chose de nouveau demain, donc attendons? Alors, dans les grands principes que nous, on a encore une fois à notre petit niveau par rapport au digital et à tout ça, d'abord, comme il y a beaucoup d'informations, on se dit on va essayer de faire en sorte de saisir une seule fois l'information et qu'elle se réplique dans les différents outils. Ça, c'est très important pour nous. Après, il y a un côté aussi maîtriser et rester simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu plusieurs interlocuteurs sur un domaine, souvent on joue un peu au ping-pong. Et c'est ça, nous, en tant que petite entreprise, ce qui nous fait peur, c'est de dire c'est bien beau, mais si demain j'ai un intervenant, aujourd'hui pour la téléphonie par exemple, on a forcément un opérateur de téléphonie. Bon, j'ai fait appel à une entreprise pour nous installer le système téléphonique et puis le click-to-call, des choses comme ça. Bon, maintenant, quand il y a un problème de téléphonie, on me dit oui, on attend que, je ne citerai pas la marque, mais on attend que ça réponde parce qu'en ce moment, le réseau est arrêté et on ne sait pas.
Donc voilà, moi j'ai peur de ça, du côté se renvoyer la balle. Et c'est vrai qu'il y a eu l'exemple d'OVH qui a montré, alors moi j'ai découvert complètement stupéfait, parce que je pensais que le métier d'OVH c'était au contraire de sécuriser les données, et ce jour-là je me suis dit tiens c'est bien qu'on ait notre serveur en interne. Donc voilà, le fait de nous faire encore notre copie avec la petite disquette, enfin le disque qu'on emmène dans le sac de la responsable administrative et financière tous les jours, on a quand même un as d'un autre côté qui nous fait une double sauvegarde, voire une triple sauvegarde. Mais voilà, il y a ce côté je maîtrise, et je ne vais pas avoir des interlocuteurs qui vont jouer au ping-pong, parce que, vu de notre petite fenêtre, encore une fois, ce qui nous fait peur avec ce monde-là et dont on ne connaît pas bien tous les termes techniques, c'est qu'on me réponde c'est pas moi, c'est l'autre. Fabien, peut-être quelques réactions par rapport à tout ce que nous avons dit avec Franck, avec monsieur Fabrice Corre, avec la fibre notamment, ou avec notre invité. Des réactions déjà ? Oui, tout à fait. Alors, je m'inscris complètement dans tout ce qui a été dit. Et, je crois qu'effectivement, il faut y aller, avec, par rapport à l'usage. Ce qui est très important, je crois, il faut recentrer. Et je relève 2 mots dans tout ce qu'on a dit, c'est le service et l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des entreprises et l'objectif avant tout, c'est de servir, c'est de répondre à un besoin, à un usage. Alors, on parle beaucoup d'usages aujourd'hui. Effectivement, ces usages deviennent multiples, on le voit, et la digitalisation multiplie ces usages. Je dirais même il y a un effet générationnel qui fait que ça crée de nouveaux usages qu'on n'avait pas anticipés. Mais il est vrai que ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut faire une fuite en avant vers la digitalisation, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui font de conservation, de sécurité, qui font qu'on doit avoir les bons choix. Déjà, du côté Adista, nous, on est historiquement un opérateur, donc on se place avec des partenaires et on se place déjà dans un fournisseur de ressources informatiques cloud qui va aussi opérer le réseau. C'est-à-dire qu'on va s'engager aussi à porter le réseau pour vous. Donc voilà. Et l'avantage de ça, en tout cas, c'est que ça permet d'être de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va aussi assurer le transport de la donnée au-delà de sa fourniture et sur la ressource informatique en cloud. Voilà. Je rappelle qu'on a un maillage d'un peu plus d'une dizaine de data centers en France qui permet aussi de conserver une notion de proximité et de régionalisation. Voilà, ça, c'est très important. Et de toute manière, notre stratégie à nous, en devoir de conseil auprès des clients, c'est vraiment évidemment d'être dans ce mot, ce qu'on appelle l'hybridation du cloud, c'est-à-dire aller chercher le bon cloud pour le bon usage. Aujourd'hui, on parle d'hyperscaler, excusez-moi cet anglicisme, ou les clouds publics, donc on parle des grands clouds américains, voire chinois, qui sont des machineries très intéressantes en termes d'agilité et de services fournis, on le voit très bien, effectivement. Néanmoins, ils sont comme tout, perfectibles sur certaines parties. Ils vont être notamment perfectibles sur la proximité qu'ils vont pouvoir vous apporter, sur le support qu'ils vont pouvoir vous apporter, ou, j'ai envie de dire, le sur-mesure que votre modèle d'affaires, votre entreprise a besoin. Donc il faut aussi savoir aller chercher d'autres éléments de cloud. Et c'est là que vont intervenir ce qu'on va appeler des clouds souverains ou un peu galvaudés de manière cloud privée, c'est-à-dire des acteurs comme le groupe Adista qui va vous proposer les mêmes modèles avec les mêmes avantages technologiques et financiers de flexibilité, mais qui vont apporter en plus cette notion de proximité, cette notion aussi souveraine, et surtout les équipes de service qui sont là pour vous. Parce qu'on sait très bien que consommer du cloud, oui, mais à un moment donné, j'ai toujours un besoin d'une assistance, d'un support, d'une équipe, d'une compétence. Et c'est aussi ça qu'on amène autour de ce cloud. Et nous, on ne conçoit pas le cloud sans apporter ce service 24/7, qu'on appelait d'infogérance, qui va permettre de venir s'insérer dans des activités dont vous avez besoin, très opérationnelles, d'exploitation courante, voire un petit peu plus haut dans les couches, ou venir inscrire les équipes des entreprises dans ce système de collaboration. Ça, c'est très important. Et puis, il reste malgré tout le site maison. Et j'entends ce que vous dites, effectivement. Et on le sait très bien, passer dans le cloud, ça nécessite aussi une transformation des applications. Et on parle souvent d'applications cloud natives, mais ce n'est pas un vain mot. On parle de modernisation des applications, mais c'est vrai qu'il y a un savoir-faire et un patrimoine informationnel de l'entreprise qui fait qu'on ne peut pas tout de suite décider de basculer tel élément dans le cloud et que ça va faire tout de suite papa-maman, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a vraiment une notion d'étude, de conseil et de transformation de la source à la cible avec l'accompagnement nécessaire. Et j'entends ce que vous dites, effectivement, il faut être rassuré sur cet accompagnement pour pouvoir aller chercher et basculer ce service dans le monde du cloud. Je veux bien que vous passiez le micro à Isabelle Lavarenne-Gastal pour le RIP, le J-Precia. Le cloud dont on parle, la visio, ça j'imagine aussi changer la donne pour le JIP. Comment en avez-vous fait des atouts et comment les proposez-vous aujourd'hui à vos partenaires? En quoi ce sont des atouts aujourd'hui? Alors, le cloud, un atout, oui. Alors, le cloud... Choisissez le terme que vous voulez.
Donc, nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche se sont montés en groupement pour faire valider auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche un data center donc labellisé. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui a été fait, qui est sur Orléans. Et donc, maintenant, ils ont besoin qu'on adapte leurs tuyaux. Hein. Donc, c'est des structures qui, aujourd'hui, sont sur notre marché de service avec Adista. Et donc, maintenant, ils ont besoin, effectivement, qu'on puisse sécuriser leurs accès vers le data center et puis, surtout, gonfler un maximum les tuyaux puisqu'ils vont héberger tout dans ce data center. Donc, ils sont revenus vers nous, avec ce nouveau besoin. Et donc, on a monté un projet qui s'appelle aujourd'hui Record, et donc qui a pour objectif de relier en fibre, alors soit noires, soit déjà éclairées, mais si elles sont noires, on va les éclairer nous-mêmes, et donc leur permettre d'avoir des débits jusqu'à ce dont ils ont besoin. C'était notre objectif, et donc on va construire un backbone à 100 gigas avec des boucles à 10 gigas pour accéder vers le data center. Donc voilà, c'est un projet qui est actuellement en cours. On a choisi nos prestataires, et donc les commandes sont en train de partir. Donc voilà, avec un objectif de mise en œuvre de la première tranche à mi-2023. Donc ça, c'est un beau projet qui permet aussi à vos partenaires de se sentir accompagnés, de se sentir épaulés et de répondre à leurs besoins, évidemment. Tout à fait. Hein. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'aujourd'hui, donc, ce réseau va concerner l'enseignement supérieur, la recherche et l'enseignement secondaire avec la centaine de lycées qui sont gérés par la région Centre-Val de Loire. Et donc, aujourd'hui, ils sont sur des débits moyens, on va dire, de 100 mégas. Donc là, ils vont passer, même les lycées vont pouvoir passer au giga facilement, et puis l'enseignement supérieur recherche passer facilement aux 10, voire plus pour ceux qui sont vraiment... la plupart des sites sont sur le backbone, donc avec vraiment des débits très importants. Le maximum aujourd'hui, c'est le plus gros site, hein, c'est 5 gigas. Donc voilà, il va avoir 100 vers le data center. Donc c'est vraiment une explosion de ces... On imagine la qualité de travail que ça va apporter, effectivement. On va revenir, Olivier Legros, vers vous pour parler à nouveau de la fibre. Alors, vous nous avez expliqué que le syndicat mixte Val-de-Loire numérique travaillait au déploiement jusqu'à fin 2023 sur 330 000 foyers. Il y a les particuliers, les entreprises. Justement, la fibre, pour les entreprises, il y a des particularités. Est-ce qu'il y a des difficultés qui ne sont peut-être pas celles des particuliers ? La fibre, pour les entreprises, mérite, selon nous, un accompagnement particulier. Parce que c'est vrai que déjà, ce qui est important, c'est qu'indépendamment de la cible, que ce soit grand public ou entreprise, il y a besoin de comprendre qui fait quoi. Parce que le domaine sur lequel on intervient au niveau de la fibre optique est complexe. Je vais prendre une analogie avec quelque chose de plus simple. Si vous prenez les transports en commun, par exemple de l'agglomération de Blois, vous avez une structure, l'agglomération de Blois, qui a une DSP avec Azalis, et puis il y a des clients directs qui sont les usagers de ces réseaux de transport. Le modèle est relativement simple. Nous, on intervient sur un domaine complexe. Déjà, la délégation de service public, elle porte sur une offre de gros, c'est-à-dire notre délégataire, il ne commercialise pas en direct avec les usagers particuliers professionnels, mais il commercialise avec des fournisseurs d'accès Internet qui eux-mêmes distribuent les produits, etc. Donc déjà, c'est une première source de complexité. Donc l'un des grands travaux que l'on a à faire, c'est de faire de la pédagogie, d'essayer de qualifier la nature des sollicitations et puis de les imputer en disant ça, il faut voir ça avec votre fournisseur d'accès Internet. Là, effectivement, il y a une problématique qui concerne notre délégataire, etc. Donc, on a un gros travail d'accompagnement. Et sur l'entreprise, il y a une problématique supplémentaire, c'est qu'on a un énorme besoin de faire savoir
qu'il existe une offre alternative à ce que les gens connaissent. Il y a à part évidemment les entreprises d'une certaine taille qui ont la capacité d'avoir une équipe, un DSI compétent, en pointe sur tout un tas de sujets, il y a 80% des entreprises qui n'ont pas la capacité d'analyser, de comprendre, voire même d'établir un cahier des charges. Et donc on s'efforce, et c'est l'un des enjeux de cette année 2022, en partenariat avec notre délégataire, d'essayer d'informer les gens sur l'existence d'offres innovantes. Aujourd'hui, il y a 30 opérateurs qui commercialisent la fibre sur le réseau d'initiative publique. C'est ce qui veut dire, si je vous entends bien, c'est que la fibre n'est pas perçue par tout le monde comme une avancée. On y vient un peu parce qu'on est forcé, mais on n'est pas encore conscient des avantages qu'on va en retirer. Les gens, alors, en schématisant, la demande classique qui émane d'une entreprise, c'est on est appelé quand est-ce que j'aurai la fibre. Et on peut répondre parce qu'il y a un planning à peu près, mais la première question qu'on retourne en général, c'est pourquoi faire. Et il y a des fois aujourd'hui, comme la fibre n'arrive pas partout tout de suite, il y a des gens à qui on explique qu'ils peuvent tout à fait vivre décemment avec un ADSL de qualité pendant encore 2-3 ans. Mais les gens raisonnent très, très simplement, un peu comme chez eux d'ailleurs, quand est-ce que j'aurai la fibre? Et on essaie de les amener à rentrer dans un processus un peu de maturité par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait des acteurs dont c'est le boulot, d'aller rencontrer les entreprises, d'aller les voir en fait. Et on fait la différence déjà entre ceux à qui on renvoie vers un catalogue et ceux qu'on est capable d'écouter. Et dans la trentaine d'opérateurs présents, on sait qu'il y a des opérateurs qui sont capables, et Adista en fait partie, qui sont capables d'aller rencontrer un client, d'aller l'écouter, d'aller prendre connaissance de son budget, de sa capacité, de ses contraintes, et d'être capable de faire une offre sur mesure. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans le paysage, et le réseau d'initiatives publiques a permis l'arrivée, la présence, et puis finalement la vie d'une trentaine d'opérateurs. Alors ils sont tous différents et c'est très bien comme ça, mais voilà, on essaye nous de faire connaître cette offre-là et de rappeler le rôle essentiel qu'un opérateur entreprise a vis-à-vis de ses clients. C'est pas juste un catalogue sur lequel on clique pour commander un peu. Voilà, donc il y a besoin l'entreprise a besoin d'un accompagnement particulier et on s'efforce nous, à travers aussi des journées comme aujourd'hui, de faire connaître cette diversité. Je veux bien que vous passiez le micro à Fabrice Corre, parce que je vous vois opiner du chef, justement. Fabrice, j'imagine que vous vous reconnaissez peut-être dans ses propos. Vous avez l'impression qu'on manque de pédagogie? Souvent, on part au plus pressé, oui. Dans ces cas-là, j'ai besoin de la fibre. Enfin, alors, pour répondre à votre question, nous, quand on a eu besoin de la fibre, c'était pour des raisons de débit. Je vous entends parler de créativité par rapport à la fibre ou de choses innovantes. Bon, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un tuyau qui me permet d'échanger des données. Alors, je serais très intéressé pour savoir si c'est une bonne définition. D'autres choses que ça pourrait m'apporter. Et j'avoue que je ne sais pas. Et honnêtement, à part les 2-3 opérateurs connus, Orange, SFR, etc., je ne savais pas du tout qu'il y en avait d'autres. Donc, oui, c'est intéressant de nous le faire savoir parce que on s'engage souvent sur une durée assez longue, donc c'est un choix qui serait intéressant de connaître pour les patrons de PME. Fabien, il y a une première question qui est arrivée sur le chat et qui reprend un petit peu ce que disait Fabrice Corre tout à l'heure. Quel est le plus risqué finalement entre avoir son informatique dans l'entreprise ou dans le cloud? Est-ce que les risques sont les mêmes ou est-ce qu'il y a plus de sécurité dans le cloud? Enfin... Vous commencez par une question épineuse. Bah oui, c'est plus drôle. Je crois qu'il y a c'est pas plus risqué d'un côté que de l'autre. Vous allez me dire, c'est une réponse de Normand, mais en fait, ce qu'il faut réfléchir au moment où on fait ces choix en termes de positionnement des ressources informatiques qui portent le système d'information, c'est réfléchir tout de suite la sécurité. Voilà. C'est-à-dire ce que m'offre chaque élément. Bien évidemment, il faut aussi regarder quels sont les grands enjeux, parce que le système d'information, il est fait d'applications critiques qui vont tenir ce que j'appelle le core business, c'est-à-dire ce qui fait que l'entreprise vit et fonctionne. Sans ça, elle s'arrête. Sa production s'arrête, mais le SI n'est pas fait que de ça. Il est aussi fait de ressources informatiques qui permettent de faire du développement, des environnements de test, de qualification. Voilà, donc il ne faut pas, je pense, mettre tous ces œufs dans le même panier et les mesurer du même niveau de sécurité. Et c'est là où tout devoir de conseil aussi qu'on apporte, c'est de dire à un moment donné aux clients, oui, qu'est-ce qui est, je dirais, indispensable dans votre système d'information, vous,
qui fait que votre entreprise, vous voulez servir vos clients, vous avez besoin de cette partie-là. À partir du moment où on a bien identifié cette partie-là, on la réfléchit sérieusement et on voit si le cloud extérieur à l'entreprise peut répondre à tous ces enjeux. Il y a aussi des enjeux de concurrence, des enjeux de confidentialité, tous ces enjeux-là sur la donnée de l'entreprise qui sont à réfléchir. Voilà, c'est vraiment une réflexion de conseil. Et puis, on regarde tout le reste et on dit par contre, sur tous les autres usages, vous avez tout intérêt à les consommer ailleurs, et on incite d'ailleurs nos clients à les consommer ailleurs, mais à partir du moment où vous avez un acteur, qui soit distant ou un autre, qui vous garantit qu'il a une maîtrise de pilotage global de ce qu'il vous offre en termes de ressources, et qu'il est capable d'avoir une réaction à tout moment sur une problématique qu'on pourrait rencontrer, à la fois de sécurité ou autre. Néanmoins, nous, on a aussi développé toute une partie d'expertise cybersécurité, que l'on positionne aujourd'hui d'une manière totalement transverse dans nos offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va vous vendre une offre de cloud, on va vous vendre aussi des moyens de cybersécurité et on va vous proposer ces moyens qui vous permettent aussi de juger et surtout on va vous dire le niveau de pertinence qu'il faut apporter par rapport à tel ou tel élément du système d'information. Ça, c'est très important. Et puis enfin, sur le lien, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la qualité que je peux aller chercher sur un lien. Vous avez raison, un lien, c'est un moyen. C'est un moyen de transport, effectivement, mais c'est vrai que quand on ne l'a pas, on a quand même une problématique sérieuse aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, je pense qu'il faut prendre le lien, il faut développer aussi le service. Nous, on est plus dans une dynamique de développement aujourd'hui de services de connectivité, c'est-à-dire offrir aux entreprises, effectivement, le lien, surtout leur offrir le meilleur débit avec le meilleur opérateur et presque rendre agnostique, je dirais, le choix de l'opérateur ou du type même de typologie de lien qu'on va mettre en dessous. À partir du moment où on est capable de vous apporter une notion de résilience sur ce lien, c'est-à-dire un lien primaire et peut-être d'autres usages. On parle de 4G, etc., en backup pour de la résilience. Ça, on le développe beaucoup aujourd'hui. Vous apportez cette résilience, vous apportez cette garantie de débit, bien évidemment, et même des services de sécurité. Aujourd'hui, on embarque et on propose de l'évasion Internet par défaut dans les liens. On propose des services de pare-feu intégrés. On propose aussi aujourd'hui des connexions de nomadisme intégrées dans ce lien, parce qu'on sait qu'aussi vous avez des usages mobiles, à la fois, je dirais, développer vous-même ou contraint par rapport à la crise sanitaire. Donc voilà, donc on propose vraiment un service de connectivité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le futur. C'est non plus offrir un lien comme un moyen, mais vraiment aller chercher le lien comme un service de connectivité. Et là, vous allez mesurer la valeur ajoutée que vous consommez sur ce lien. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par rapport à toutes ces évolutions, l'important, c'est qu'il y ait aussi l'accompagnement, justement, pour expliquer Exactement, je crois que c'est essentiel. Les avantages. Y a-t-il éventuellement des questions aussi pour vous qui êtes dans la salle ? Sachant que nos invités seront à votre disposition, bien sûr, après. Moi, j'ai une autre question sur le chat. Quand les données sont sur le cloud et que l'on a une coupure Internet, que fait-on ? Que fait-on ? Je crois qu'on va utiliser je dirais, toute l'intelligence de l'architecture que l'on a faite. Et bien évidemment, on va utiliser le secours. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser et dire, parce que je vais sur le cloud même... le plus puissant soit-il ou le plus médiatique soit-il, me dire effectivement c'est très sécurisé, on n'est pas à l'abri, vous avez donné un exemple tout à l'heure d'un confrère qui a vécu une période un peu compliquée à un moment donné, à l'abri de défaillance, et bien évidemment je crois que, je reprends cette expression que j'ai dit tout à l'heure, on ne met pas ses œufs dans le même panier, et nous les premiers aujourd'hui au groupe Adista, on n'en met surtout pas nos clients en disant venez tout chez nous et cherchez tout chez nous, on a des qualités, on a aussi quelques défauts, il faut le reconnaître, on ne peut pas tout servir. Voilà, donc il faut vraiment aller chercher cette chose-là. Mais ce qui est certainement essentiel, c'est ne pas penser, je suis dans un cloud, derrière j'ai une machinerie qui fait que ça va être redondant, et effectivement sur le papier c'est très redondant. Il faut néanmoins être capable d'aller chercher plusieurs acteurs, plusieurs solutions, être capable de mixer cette chose-là, et c'est ça qui est essentiel pour dormir sur ses deux oreilles tranquillement. Et là on pourra passer n'importe quel orage, je pense. Si l'on parle de la fameuse révolution numérique, j'imagine qu'elle continue, elle avance encore chaque jour. Selon vous, c'est quoi encore les transformations de demain du numérique et notamment du cloud ? À quoi faut-il s'attendre ? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui va être essentiel, c'est que le développement, ce qu'on va appeler le software as a service, grosso modo, je pense que c'est encore un état. Aujourd'hui, c'est vrai que la consommation du cloud, c'est je vais consommer mes ressources informatiques de manière, je dirais, intelligente, à la demande, etc., avec tous les éléments qu'on vient de citer de confiance, ça c'est important. Mais je pense que l'étape du dessus, et même si elle est déjà bien entamée par les entreprises, c'est d'aller encore plus loin et de développer aussi son propre système d'information et ses applications dans ce monde-là. C'est-à-dire aller chercher aussi la puissance de ces clouds, parce que
Ce qu'il faut savoir, c'est que le cloud n'est pas qu'une question d'infrastructure, c'est aussi une question de plateforme, c'est aussi une question de service, je dirais même d'usage éphémère. On parle beaucoup, dans le monde des clouds publics, d'intelligence artificielle, de besoins, de machine learning, etc. Et surtout, ces usages, ils sont permis par le cloud, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas qu'on aille faire des investissements lourds à un moment donné, puisqu'on peut se permettre d'aller les utiliser de manière éphémère, c'est-à-dire au moment où j'en ai besoin. Et ça, c'est très intéressant parce que, et c'est toute la force aussi, je pense, des fameux clouds publics et des hyperscalers que nous, on accompagne avec de l'expertise sur l'hybridation, c'est de dire à un client à un moment donné, vous pouvez aller consommer ce service très vite pour ce besoin précis et vous allez avoir une réponse très réactive. Voilà. Et vous aurez consommé vraiment le juste à la demande de ce service. Et je pense qu'on va aller de plus en plus par là. Et puis quand même, aujourd'hui, on a nécessité dans son système d'information d'aller utiliser d'autres entreprises qui proposent des services. On le voit de plus en plus. Les jeunes entreprises innovantes développent essentiellement dans ces mondes-là. Donc, il faut bien sûr être capable aussi d'aller accepter ces modèles d'infrastructure pour pouvoir les consommer, ce type d'application. S'adapter de plus en plus aux besoins Exactement. et aux spécificités des partenaires. Allez-y, je vous en prie. Oui, juste une question parce qu'on a de plus en plus de demandes là-dessus. Comment fait-on, alors quand on parle de cloud et quand on parle de ressources numériques ou digitales, pour expliquer le bilan carbone ou pour voir l'impact environnemental que peuvent avoir nos emails, les films qu'on passe notre vie à mettre sur YouTube, etc., pour informer nos clients. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a cette demande qui nous arrive en disant prouvez-nous que vous avez une démarche vertueuse, y compris dans ce domaine-là. Tout à fait. Alors, évidemment, alors ça c'est un sujet aussi on va dire, global de responsabilité sociétale des entreprises, que le groupe Adista investit beaucoup dedans. Notamment, voilà, on développe aussi des propres data centers autour de la consommation énergie verte. Hein, voilà, donc c'est des projets que l'on a aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a des mythes derrière ça. Le data center, ça correspond à peu près à 15% de l'empreinte carbone dans le système d'information. Donc, c'est pas ce qui est, voilà, ce qui est finalement le plus consommateur, c'est ce qu'il y a au bout, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire l'élément, le périphérique, tout ce qu'il y a au bout, bien évidemment. Mais le but, c'est pas de dire le data center n'est pas consommateur. Je pense que justement, les data centers développent beaucoup autour de ça depuis bien longtemps et cherchent bien évidemment à améliorer au maximum cette empreinte. Et aujourd'hui, on est capable, nous on fait des bilans carbone sur nos data centers, on est capable de vous donner exactement quels sont les niveaux de consommation et ce que l'on fait sur la partie environnement. Mais on travaille aussi essentiellement sur ce que j'appelle le périphérique d'accès, ce qui se trouve au bout de la chaîne, évidemment, et aujourd'hui, on pousse énormément nos clients à maintenir en vie des éléments d'infrastructure. C'est un peu antinomique avec la notion de cloud, mais on pousse nos clients à utiliser de plus en plus les systèmes. Dans les termes de décommissionnement, nous, on récupère tout et on réinvestit, etc. On fait du recyclage de tout ça. Donc, effectivement, voilà. Bien évidemment, c'est une notion d'investissement, de prise de conscience de l'entreprise, mais il est clair aujourd'hui qu'un partenaire, en tout cas le groupe Adista, est capable de vous afficher les nécessités, en tout cas le bilan carbone, et en tout cas ce qui est intéressant pour vous en termes de consommation à travers des ressources que vous avez dans du cloud ou autre. Mais vous aviez raison, Fabrice Cor, ce sera une des questions qui sera redondante sans aucun doute dans les temps à venir. On a le temps d'une toute dernière question toujours sur le chat, qui est un peu liée à l'actualité. Comment peut-on être sûr que les données dans le cloud ne partent pas hors du territoire français? Le cloud souverain est-il possible? Alors, comment garantir que les données ne sortent pas? Bien évidemment, il y a des engagements, il y a des certifications, il y a des labels, évidemment. Donc, nous, groupe Adista, et je pense l'entièreté des partenaires, je dirais confrères qui font ce genre de choses sur le territoire hexagonal, ont ces certifications. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu, je dirais, de différenciation, d'avoir des certifications autour de l'ISO 27001. Voilà. Nous aussi, on a une démarche autour du Secnum Cloud, effectivement, donc, qui est engagée. Ou plus spécifiquement, tout à l'heure, on parlait du monde de la santé avec l'hébergement de données de santé, bien évidemment. Maintenant, il est vrai qu'on peut très bien aller consommer ces offres de cloud sur des faiseurs autres que français qui ont des data centers en France, bien évidemment. Donc, la localisation est là. Maintenant, on est régi, je dirais, par des systèmes un petit peu plus étatiques. Et on va parler du Cloud Act ou du Patriot Act. On sait très bien qu'à partir du moment où on s'engage dans ce type de consommation de cloud, on s'engage aussi à un certain nombre d'éléments écrits dans un pavé comme ça, qu'il faut, effectivement, où la donnée peut potentiellement être exploitée, voire exploitable. Voilà. Mais il faut savoir que on le signe en conscience, parfois sans le savoir, bien sûr. Mais je ne veux pas faire peur dans les chaumières. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, néanmoins, il y a un écosystème d'acteurs locaux
qui fait que ces acteurs locaux, et notamment le groupe Adista, peuvent vous garantir qu'effectivement la donnée ne sort pas des data centers et du périmètre des data centers, effectivement, et bien évidemment protégée face à l'extérieur. On parlait de cybersécurité, on a énormément d'investissements par rapport à la protection externe. À savoir que la protection externe est une chose, elle est très visible, elle est aussi importante que la protection interne, et aussi on agit beaucoup sur la protection interne, puisque la surface d'attaque est souvent interne avant d'être externe, bien évidemment, donc c'est ce qu'il faut bien avoir ça en conscience. Mais je pense que le maillage aujourd'hui fait que les services que l'on peut trouver, divers et variés, font que ça va garantir en tout cas la localisation des données, et surtout garantir aussi ceux qui vont potentiellement vous apporter les services, c'est-à-dire les centres de services qui viennent se connecter sur vos systèmes pour vous garantir que ça ne sort pas que d'un point de connexion à partir de là. Mais après, on a des systèmes de traçabilité qui font qu'à tout moment, on est capable de revenir sur une situation, une question d'un client qui va nous dire sur tel acte, qu'est-ce qui s'est passé, qui est venu se connecter. Alors, de manière tout à fait conventionnelle, hein, on peut faire des vérifications, ça nous est souvent demandé. Merci Fabien Marteau Merci pour à vous. tous ces éclairages, et puis merci à vous trois d'être venus aussi témoigner de vos expériences justement sur ces transformations et des besoins numériques, et puis la montée en puissance du cloud, et puis c'est un sujet qui va continuer à évoluer bien sûr. Pour vous qui nous suivez de l'autre côté de l'écran, vous pouvez continuer à envoyer vos questions, nous y répondrons par le chat bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis ici dans le cadre du Salon du Numérique. Dans le cadre du Slash Adista, si vous êtes partenaire ou client Adista, suivez bien vos mails. Nos prochains rendez-vous, on va aller à Marseille, on va aller à Lille, on va aller à Nancy pour aborder d'autres sujets. Et puis si toutefois aujourd'hui vous êtes dans la région de Blois, venez faire un petit tour au Salon du Numérique qui se poursuit pendant toute la journée. Belle journée et merci à vous de votre présence.